Bonjour, je suis Dr Charlotte Terrier, je suis chirurgien gynécologue à Lyon, à l'infirmerie protestante. J'ai une activité très variée, je fais beaucoup de cancérologie de la femme et depuis quelques temps, je m'occupe aussi des patients transgenres. L'hystérectomie consiste en l'ablation de l'utérus. La plupart du temps, chez les patients transgenres, elle se fait par célioscopie. Il y a quelques techniques aussi par voie vaginale. En général, les patients viennent me voir quand, dans leur parcours de transition, ils ont décidé d'envisager une reconstruction, ou tout simplement pour être, entre guillemets, débarrassés de cet organe qui n'a pas sa place dans un corps masculin. L'autre argument, c'est que parfois les patients ont des douleurs malgré la testostérone ou des cycles qui persistent. L'hystérectomie, elle peut être ou non conservatrice des ovaires. Ça, c'est vraiment des choix qui sont personnels. Les arguments que je donne en général aux patients qui viennent me voir, ce sont des arguments donc, de nécessité pour une phalloplastie ou une métaïdoplastie, c'est-à-dire que quand on décide de faire une fermeture vaginale complète, on ne peut pas laisser l'utérus en place. Il y a des risques d'avoir des saignements, des choses qui pourraient passer inaperçues. L'autre argument que je donne souvent, c'est que les patients qui font une transition, en général, ils n'ont vraiment pas envie d'envisager une surveillance gynécologique. Ça, c'est embêtant parce qu'il y a une sexualité, il y a du papillomavirus et il peut y avoir des pathologies gynécologiques et qu'on risque de ne pas diagnostiquer. Surveillance gynécologique, en plus, est souvent compliquée. On ne sait pas surveiller des ovaires. C'est difficile de faire un examen gynécologique à quelqu'un qui n'a jamais eu de pénétration vaginale. L'autre chose, c'est qu'on n'a absolument aucune idée, aucune étude du devenir de l'utérus et des ovaires soumis à 10, 20, 30 ans de testostérone. On ne sait absolument pas si cela augmente le risque de cancer, de kyste. On n'en a aucune idée. En fait, peut-être que ça ne fait rien. Et peut-être que le risque est augmenté. Donc c'est vrai que dans le doute, et au vu de la surveillance qui est difficile, on en vient souvent à envisager l'intervention. La fermeture vaginale, elle peut être associée ou non à l'hystérectomie et elle va dépendre de la sexualité du patient, parce que si certains patients ont une sexualité vaginale, donc là, bien entendu, on ne fait pas de fermeture vaginale complète. Alors on ferme le fond du vagin, parce que quand on enlève l'utérus, on décroche le vagin du col, mais on ferme simplement le fond et ça ne rétrécit pas la cavité vaginale. Je vous montre une photo de profil. Ici, on a l'utérus avec en avant la vessie et en arrière le rectum. Là, il y a l'ovaire et la trompe, d'accord? Donc quand on enlève l'utérus, en général, on enlève le corps utérin en entier jusqu'au col et on enlève l'utérus dans sa totalité. Et en général, je le sors par les voies naturelles et je fais une fermeture du vagin par le haut. Ensuite, la question c'est est-ce qu'on enlève les ovaires, est-ce qu'on enlève les trompes? Ça, techniquement, ce n'est pas compliqué, donc on peut faire un petit peu ce qu'on veut. L'ovaire, si on le décroche de l'utérus, il n'est pas dans le vide. Là, il y a une veine qu'on appelle le ligament lombo-ovarien qui la relie et qui peut tout à fait rester en place dans le ventre. Chez les patients qui veulent une fermeture vaginale complète, je vais fermer le vagin en brûlant cette muqueuse des deux côtés, de façon circulaire. Là, je fais des points entre la paroi antérieure et postérieure jusqu'à l'entrée du vagin. Donc après une hystérectomie, visuellement, il n'y a rien qui change. Parce que c'est tout des choses qui se font en profondeur dans la partie invisible. Au niveau de la vulve, il n'y a aucune modification. Comme je disais tout à l'heure, l'hystérectomie, elle est chez les patients transgenres en général faite par célioscopie parce que l'accès par le vagin est souvent un peu plus fermé. Elle peut consister en une simple ablation de l'utérus. En général, on enlève complètement le col et le corps de l'utérus. Sinon, on peut également enlever dans le même temps les trompes et les ovaires. En fait, tout peut être indépendant. Alors, en général, si on fait l'hystérectomie, on propose souvent l'ablation des trompes parce que la trompe, c'est pas un organe utile comme les ovaires qui peuvent avoir une certaine utilité de sécrétion hormonale. Et souvent, dans le même temps, on enlève la trompe. Les ovaires peuvent être enlevés également dans le même temps sans que ça change grand-chose au geste chirurgical. La technique, elle est la même en fait, qu'on enlève ou pas les ovaires ou les trompes. Et l'autre chose, c'est qu'on peut tout à fait envisager d'enlever les ovaires dans un second temps si les patients souhaitent les garder. Il y a d'autres techniques, donc notamment une voie vaginale qui se développe et notamment une technique qu'on appelle le V-Node, qui est comme une célioscopie mais par voie vaginale.
Il faut savoir que la célioscopie, ça laisse 3 cicatrices qui sont minuscules et qui sont absolument pas stigmatisantes, puisqu'on fait énormément de gestes célioscopiques pour la vésicule, pour l'appendice, donc ça c'est vraiment plus que discret. Les risques qui sont liés, ils sont inhérents au fait qu'on va être dans l'abdomen, donc dans le ventre, donc avec l'intestin, des gros vaisseaux, la vessie. Donc on peut toujours faire une plaie de la vessie en la décollant pour la séparer de l'utérus et du vagin. On peut également faire une plaie du rectum. Ça reste des complications qui sont vraiment exceptionnelles, d'autant que ce sont entre guillemets des hystérectomies faciles parce que l'utérus, il n'est pas pathologique, il n'est pas déformé par un gros fibrome, il n'y a pas de cancer. Donc en général, c'est plutôt des chirurgies qui se passent bien. On peut toujours faire un hématome, une infection qui peuvent nécessiter une réintervention. Ça reste des choses qui sont rares. Après, sur les risques à long terme, on n'a pas énorme de recul, mais je pense que le risque de descente d'organes, il est vraiment très faible chez les patients transgenres. Après, on peut aussi faire une fermeture vaginale complète, ce qu'on appelle une colpectomie. Ça complique parfois un petit peu l'intervention de l'hystérectomie parce qu'on commence à être encore plus proche de la vessie et du vagin. Et surtout, il peut y avoir des saignements. Dans les suites de l'intervention, il peut y avoir des saignements qui peuvent durer 2, 3, 4 semaines et qui peuvent être parfois très impressionnants. En vérité, les patients, ils risquent jamais rien parce que sous testostérone, on part de 15 d'hémoglobine. Donc avant d'avoir une anémie très sévère qui puisse mettre en danger, il faudrait vraiment saigner de façon cataclysmique. Donc la plupart du temps, ces saignements s'arrêtent spontanément. On donne un médicament qui aide à coaguler pour faire arrêter le saignement. Alors, est-ce que c'est douloureux l'intervention? Ça reste une intervention qui est quand même un peu douloureuse et qui nécessite un bon mois d'arrêt de travail. Et c'est sûr que s'il y a la fermeture vaginale, c'est pas si douloureux, mais ce qui est inquiétant, c'est de saigner, on est un peu inconfortable. Et souvent, ça fait que moi, la première nuit, je laisse la sonde urinaire. Je laisse la sonde urinaire, parce qu'il y a toujours un petit risque que la vessie aime pas trop ce qu'on a fait, qu'il y ait de l'œdème et que les patients aient du mal à pisser les premières 24 heures. Et pour éviter d'avoir le désagrément d'être resondé par l'infirmière la nuit, je laisse et on enlève la sonde en général le lendemain matin. Si elle est vraiment mal supportée, ça m'est arrivé de l'enlever carrément le jour même. S'il n'y a pas la fermeture vaginale complète, dans ces cas-là, les patients sortent sans la sonde avec juste 3 petits pansements et des injections d'anticoagulants à faire tous les jours pendant une quinzaine de jours. Après une hystérectomie, il n'y a aucun soin au niveau vaginal ou vulvaire. Ça, c'est très important. Même au bloc opératoire, on attend que les patients soient endormis pour faire quoi que ce soit. Il y a les 3 petits orifices cutanés qui, ça reste à l'air et cicatrise spontanément tout seul. Il n'y a pas de fil à enlever. La première nuit après l'intervention, s'il y a une fermeture vaginale complète, on garde la sonde urinaire. Mais après, il n'y a aucun soin et effectivement, il faut porter une protection parce qu'il peut y avoir des saignements qui traînent dans la durée, parfois 1 mois, ça peut être 5 à 6 semaines. En fait, il faut imaginer que cette brûlure qu'on fait à la muqueuse, une brûlure, en fait, ça saigne, ça abrase la muqueuse et il peut y avoir des saignements assez longs. Alors, la plupart du temps, en fait, c'est les patients qui viennent me voir pour discuter de l'hystérectomie. Ils ont souvent un peu pris leur décision. En général, les patients en consultation, je les rassure tout de suite sur le fait que je n'ai pas forcément besoin de les examiner, d'autant que la plupart n'ont jamais eu de pénétration vaginale. S'il y a eu des rapports pénétrants et que le patient a plus de 25 ans, en théorie, il faudrait faire des frottis. Donc après, ça se discute pendant la consultation. Parfois, ce que je fais, c'est quand même une échographie par voie suspubienne pour vérifier un peu l'utérus et les ovaires, notamment quand il y a des antécédents de douleur, qu'on peut suspecter une endométriose. Mais je commence à avoir fait quelques hystérectomies. La plupart des patients n'ont aucun souci. Après, je peux être amenée à voir des patients qui ne veulent pas forcément d'hystérectomie et qui ont besoin d'un suivi. J'ai vu des patients avec des problèmes de mammographie. Et ça, on va dire que patient transgenre ou pas, ça ne change rien à la prise en charge. Et du coup, régulièrement aussi, je vois les patients en téléconsultation et il m'arrive de temps en temps d'en opérer que je n'ai jamais vu physiquement parce qu'en fait, l'examen clinique, il n'est pas vraiment nécessaire. Parfois, je peux être amenée à demander une échographie si j'ai un doute, mais la plupart du temps, je ne fais pas d'examen. Ce qui se pose de plus en plus souvent, là, c'est la question de la préservation ovarienne. C'est sûr que là, on a vécu un hiver un peu difficile avec des ruptures de stock dans certains types de médicaments. Donc la question qui revient souvent, c'est
Et s'il n'y a plus de testostérone, qu'est-ce que je fais? Effectivement, c'est une vraie question, hein. Maintenant, on reste dans un pays développé avec un bon accès aux soins et je pense que si vraiment un jour il n'y a plus de testostérone, je ne pense pas que ça risque d'arriver. Et si ça arrivait, il y aurait quand même toujours des œstrogènes éventuellement pour suppléer à la carence hormonale. C'est sûr qu'il est très important de savoir que si on enlève l'utérus et les ovaires, il faut garder une imprégnation hormonale par testostérone, parce que les hormones, elles ont de nombreux rôles, notamment de protéger les os, donc de protéger de l'ostéoporose et également de protéger au niveau cardiovasculaire du risque d'AVC, d'infarctus. La qualité des artères, elle passe par cette imprégnation hormonale. Donc c'est vraiment très important d'envisager de poursuivre un traitement ou éventuellement de conserver les ovaires. À l'heure actuelle, on n'a aucune réponse sur la fonctionnalité des ovaires. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si une fois qu'on a enlevé l'utérus et qu'on a pris pendant 20 ans de la testostérone, on ne sait pas si à l'arrêt de ce traitement, les ovaires reprennent une fonction hormonale ou pas. On se dit que quand même, après un long moment au repos et surtout après une hystérectomie qui va quand même un petit peu dévasculariser l'ovaire, en termes de fonction, on pense quand même que les choses risquent d'être diminuées au niveau de la fonction hormonale. Alors après, il y a aussi la question de la fertilité qui est posée parce que quand on fait une hystérectomie avec une ovariectomie, on stérilise de façon définitive les patients, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir d'enfants biologiques. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus avoir d'enfants, mais en tout cas, on n'aura pas d'enfants avec ses propres gamètes et on ne portera pas d'enfants. Il y a des possibilités de préservation ovocytaires qui se font par le biais de stimulation. C'est un parcours qui est assez contraignant, parce qu'il faut arrêter les hormones pendant quelques mois, prendre des hormones féminines par stimulation, donc soit par voie orale, mais souvent par injection. Et ensuite, sous anesthésie, on fait des ponctions des ovocytes. Donc c'est vraiment un vrai parcours qui se fait en lien avec le sécos. Est-ce que préserver les ovaires quand on fait une hystérectomie, est-ce qu'après les chances sont les mêmes pour la fertilité? Ça, j'ai pas non plus la réponse. Il y a des cas de grossesse qui ont été décrits après chez des gens qui ont pris pendant 10 ans de la testostérone et qui ont arrêté la testostérone. Mais je suis pas sûre que ce soit la norme. Je leur conseille vivement de se rapprocher de ce qu'on appelle le sécos. Le sécos, c'est un organisme qui est en charge de récupérer les gamètes, féminines ou masculines, pour faire des préservations. Maintenant, les sécos, normalement, ils ont un devoir, si vous allez les rencontrer, de préserver vos gamètes si vous le souhaitez. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, ça reste beaucoup plus compliqué que chez les patients masculins cisgenres, parce que c'est pas du tout la même méthode de préservation. J'ai des patients qui font des préservations au sécos en France, mais aussi à l'étranger, parce qu'il faut savoir qu'actuellement en France, on peut préserver, mais on ne peut pas les utiliser, puisqu'on n'a pas le droit de faire appel à une mère porteuse. Après, la loi, elle évolue quand même très rapidement, donc on a espoir que peut-être dans les 5-10 ans, les choses changent et que ce soit autorisé. Donc moi je suis gynécologue spécialisée en chirurgie. Je fais beaucoup de cancérologie, notamment de cancer du sein, mais après je fais aussi toute la chirurgie gynécologique classique. Ce qui m'a amenée à m'occuper des patients transgenres, c'est mon mari, qui depuis maintenant bientôt 10 ans opère des patients et des patientes. Du coup, je suis imprégnée de cette spécialisation depuis longtemps. On en parle beaucoup à la maison et il s'est trouvé qu'un jour, il m'a envoyé un patient pour un avis sur une endométriose. Et en fait, de fil en aiguille, par le biais des réseaux, voilà, j'ai commencé à voir de plus en plus de patients. Donc après, je me suis un peu renseignée. Voilà, de fil en aiguille, maintenant, je fais de plus en plus d'hystérectomie, pas mal de consultations. Après, tous les patients qui viennent me voir veulent pas forcément une hystérectomie. Je fais aussi un peu de suivi. Enfin, voilà, chaque patient a son histoire.